venir dans notre pays pour vivre ou alors pour travailler. Aujourd'hui, dans Ambitious Talk Show, on en parle. Je m'appelle Banimo Joyce Ivana pour votre talk show Ambitious. Aujourd'hui, nous accueillons un homme fort. Il va se présenter. Merci déjà pour cette présentation. Moi, je suis Michael Nsama. Je suis rentré il y a 2 ans déjà au Cameroun. Ça fait 2 ans que je mène des activités entrepreneuriales ici dans mon pays. D'accord, Michael. Ok, donc j'aimerais savoir, Michael, quelle a été la motivation de ton retour? Bon, en partant déjà, j'avais dans le petit coin de ma tête que je vais forcément rentrer m'installer ici. Donc à travers mes diverses aventures, que ce soit en Europe, en France ou aux États-Unis, j'ai toujours mené des actions panafricaines. Donc des conférences, des séminaires, des formations pour les jeunes, bien un magazine panafricain. J'ai toujours été très porté sur l'Afrique. J'ai eu un petit déclic un jour parce que, bon, en partant, je faisais l'école française ici. Donc, arrivé sur Paris, je vois un ami qui était dans une école camerounaise, on est dans la même école de commerce. Et quand on discute, bon, il me donne l'envie encore plus de rentrer. Et il me dit ce qui est dommage avec les gens de l'école française et que d'habitude, ils partent en France, ils restent en France, ils ne rentrent pas. Et moi, je lui ai assuré que moi, je ne ferais pas partie des gens qui partent et qui restent. Ce qui fait que le lendemain de l'obtention de mon diplôme, j'étais déjà au Cameroun. Je suis rentré. Comment est-ce que tu t'es préparé pour ton retour? Mentalement et financièrement, bien sûr. Parce qu'il faut beaucoup d'argent. Bien sûr, bien sûr. Financièrement, j'avais pas mal d'économies. Donc ça, bon, ça dépend vraiment de chacun de ce qu'il voit qu'il peut faire avec ses économies. J'avais pas mal d'économies pour rentrer. Mentalement, comme je t'ai dit, j'étais déjà prêt depuis longtemps. Donc, et puis je venais chaque année, hein. C'est-à-dire que je venais 2 fois, 3 fois par an. C'est une erreur que je vois certains de ma génération faire, c'est qu'ils partent, ils restent 4 ans. Mais le truc, c'est que certains n'ont pas forcément les moyens pour revenir. Du coup, ils préfèrent aller se former et quand ils finissent, se payer un billet d'avion en même temps. Pas surtout donné. pour venir en Afrique, c'est pas donné. C'est cher, il faut s'y préparer. Moi, je conseille à ces gens-là, parce qu'il y en a qui ont les moyens, qui ne le font pas, et il y en a qui peuvent se battre et économiser pour venir au moins 1 fois tous les 2 ans. Mais ne pas laisser une trop grosse période, parce qu'après, la différence entre les 2 mondes est énorme. Moi qui venais chaque année travailler aux États-Unis et travailler au Cameroun, c'est 2 mondes différents. Donc j'ai dû faire une réadaptation alors même que je venais. Donc je n'imagine pas celui qui a fait 5 ans, 10 ans. C'est toujours possible, mais ça va être plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Il faut s'adapter aux 2 mondes qui sont complètement différents. Exactement. Ok. Comment étaient tes débuts au Cameroun, professionnellement, genre quand tu t'es installé définitivement là? Bon, mes débuts étaient compliqués, on va dire ça comme ça, mais j'ai eu beaucoup de chance par rapport aux autres parce que bon, à l'obtention de mon diplôme et suite aux différentes entreprises que j'ai créées entre les États-Unis et le Cameroun, j'ai pu rassurer, on va dire, les dirigeants de l'entreprise familiale de me nommer en tant que directeur général adjoint. Donc je pars vraiment avec une base qui peut être différente de celui qui arrive et qui vient se découvrir, qui vient créer, construire son train. Moi je monte dans un train qui est déjà en marche et je dois le conduire. Maintenant mon véritable défi, c'est de l'emmener à destination. Pendant que l'autre, son véritable défi est d'abord la construction, etc. Donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le souci, il arrive sur l'adaptation, voilà, les mentalités camerounaises, il faut les apprendre très rapidement. Il faut savoir comment travailler avec le Camerounais, que ce soit les clients ou les employés. Et oui, je me suis mangé des gifles, on va dire ça comme ça, où j'ai dû me relever plusieurs fois avant d'arriver à un niveau de pseudo-stabilité. Les personnes qui vivent ou qui ont étudié à l'étranger, quand ils arrivent avec un mood de sabitou, entre guillemets, du genre, je suis mieux formé, j'ai une meilleure formation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je suis contre ça. J'ai plusieurs d'ailleurs vidéos là-dessus, puisque je partage des vidéos de motivation sur Internet. Je suis contre ça. Je pense que chaque culture est différente. Il n'y a pas de culture qui est la bonne.
C'est-à-dire qu'on est en constante adaptation par rapport aux cultures. Par exemple, beaucoup de Français se plaignent de comment ça se passe en France, etc. Oui. Mais se rendront compte qu'en fait, la France n'est pas si mal. S'ils vont aux États-Unis, dans certains endroits, il y a des choses qui vont leur manquer. Pour le Cameroun, c'est la même chose. Chacun qui part parce qu'il se plaint du Cameroun. Oui. Mais au final, le pays lui manque. Le pays lui manque. Donc forcément, il faut comprendre les différentes cultures et comprendre que, ok, si ici, ça se passe comme ça, parce que j'ai appris ça à l'étranger, je ne peux pas imposer ce que j'ai appris à un système qui est déjà en place. Donc la véritable difficulté, c'est d'apprendre et désapprendre constamment tout au long de sa vie. Okay. Est-ce que tu as déjà regretté ton retour? Pas une seule seconde. Ah bon? Non, pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Malgré les difficultés, les problèmes, les retards de paiement, les 70 employés à gérer constamment, ils ont des problèmes, que ce soit à la maison, que ce soit en entreprise. Pas une seule seconde, je me suis dit, oh, c'était le mauvais choix. Parce que j'ai énormément souffert pour l'obtention de mon diplôme. En même temps, je gérais mes entreprises, comme je te disais. Donc, je travaillais de 15 à 16 heures par jour pendant plusieurs années pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, non, ce n'est pas un regret. D'accord. Quelle est ta plus-value en tant que diasporien ou ancien diasporien? Bon, en tant que diasporien ou ancien diasporien, je ne sais pas s'il y a vraiment une plus-value. Mais s'il devrait y en avoir une, ce serait la perspective. Voir quelque chose différemment, ça ouvre l'esprit. Forcément, qu'on en soit conscient ou pas, le fait que j'ai vu des différentes façons de faire, différentes personnalités, m'ont donné un esprit différent. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est absolument pas choquant pour moi de me lever un dimanche à 7 h du matin et de travailler. Parce que j'ai vu des gens qui le faisaient, même qui faisaient pire, et c'était normal. Notamment aux États-Unis, c'est des travailleurs de malades. À la différence de la France, où le dimanche est sacré, on ne travaille pas, c'est le brunch. À la différence également du Cameroun, où c'est le jour de Dieu, c'est l'église. Donc, forcément, voir toutes ces différentes perspectives et s'adapter aux différentes communautés me donne une plus-value, une espèce de vue d'ensemble. Je dirais ça comme ça. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Maintenant, j'aimerais que tu donnes un conseil à ceux-là qui pensent que revenir dans leur pays d'origine, c'est pas une très bonne idée. Alors, je vais donner un conseil de façon très logique. Au-delà des rêves, de rêver grand et tout, etc. On me connaît en tant que motivateur, mais essayons de regarder la logique. En tant qu'Africain, en tout cas, le continent où il y a de plus d'Africains qui deviennent de plus en plus riches, où la croissance des Africains qui s'enrichissent est le plus élevée, c'est l'Afrique. Il y a 2300 milliardaires environ dans le monde. Je parle de milliardaires en euros. Il y en a 2300 environ. Dans ces 2300-là, il y a 21 Africains. Dans ces 21 Africains, il y a 11 Noirs. Dans les 11 Noirs, 9 sont Africains. Bon, il y en a 2, je crois qu'Oprah Winfrey et Michael Jordan, qui sont aux États-Unis, et d'autres on essaie encore de réfléchir s'ils sont milliardaires ou pas, mais tout le reste c'est des Africains. Et la plupart ont étudié même en Afrique. Par exemple, moi, un de mes idoles qui est Tony Elumelu, qui a UBA, je crois que sa banque est présente dans 19 pays africains, quand même. Je crois qu'il est milliardaire en dollars également. Mais c'est quelqu'un qui a étudié en Afrique, à Lagos University. Quand on regarde dans les statistiques, il y a 16 000 nouveaux millionnaires chaque année au Nigeria. Il y en a 10 000 au Ghana. Il y en a 32 000 en Afrique du Sud, etc., etc. On voit que en termes de croissance et en termes d'opportunités pour l'Africain, pour l'Européen, bon, partout dans le monde, il y a des opportunités relativement, mais pour l'Africain, on voit que en fait, le continent africain est beaucoup plus une terre d'opportunités pour s'en sortir à un certain niveau. Maintenant, la personne qui veut son job avec son bon diplôme, un bon salaire, etc., va peut-être plus se diriger vers l'Europe ou les États-Unis, ce qui est tout à son honneur. Mais la personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et vraiment créer un impact a plus de chances de passer certains paliers en travaillant en Afrique. Tu vois, selon les chiffres, donc je parle des chiffres qui sont vérifiables. Le Nigeria, ils sont beaucoup plus avancés quand même en Afrique. Mais qu'est-ce qui manque au Cameroun pour qu'on arrive à ce stade-là, ou qu'on dépasse même? Ok, bon déjà il faut savoir que le Nigeria a eu un boom minier et un boom pétrolier énorme. Donc ce qui a permis à une croissance extrêmement rapide
de leur pays. On n'a même pas encore eu ça ici au Cameroun. Récemment, il y a des actions qui ont été faites dans le secteur minier qui sont assez intéressantes, d'ailleurs qui sont faites par un ami, un grand frère, on va dire, qui sont assez intéressantes et je pense que ça va créer un boom dans le secteur minier et dans le secteur pétrolier au Cameroun. Au-delà de ça, le Nigeria a d'abord commencé par exporter sa culture et être fier de sa culture. Le Camerounais n'est pas tellement fier de sa culture, tu vois. Ça commence, on commence à avoir ce patriotisme-là. Mais le Nigérian, même aux États-Unis, ils sont tellement fiers de leurs choses, de leur culture, de leurs vêtements. Ils ont su s'imposer. Moi, je suis à Dubaï, je suis à Paris, je suis aux États-Unis, j'entends du Davido, par exemple, qui tourne en boucle dans les boîtes de nuit ou dans les lounges, dans les restaurants. Les gens écoutent ça parce qu'ils s'assument eux. Donc déjà, un truc qui nous manque, c'est déjà le boom minier et pétrolier, qu'on n'a pas encore eu nous, mais le Cameroun regorge de cela. Donc ça risque de ne pas mettre trop longtemps. Je pense que d'ici des dizaines d'années, d'ici 10 à 15 ans, le Cameroun va subir un boom économique important. Bon, ça, reprenez mes mots dans 15 ans et on voit si j'avais raison. On espère. Oui, mais au-delà de ça, donc au niveau de la culture, l'exportation de la culture, comme par exemple, ça s'est fait avec Colé la Petite. Colé la Petite qui est écoutée un peu partout dans le monde, machin, etc. Qu'il y ait plus de choses comme ça, les films camerounais qui sont sur Netflix, qu'il y ait plus de choses comme ça. Parce que quand tu veux aller quelque part, quand quelqu'un veut aller à Paris, il pense à quoi? Le pain, la baguette, le croissant, la tour Eiffel, les Champs-Élysées, parce qu'ils ont fait du marketing dessus. Ils ont exporté leur culture. Il y a un lycée français et un restaurant français dans chacun des pays où je suis allé. Je n'ai jamais vu un pays sans un lycée français. Si le Camerounais pouvait plus être fier et exporter sa culture à l'international, je pense que le Cameroun se porterait beaucoup mieux par rapport à ça. Michael, il est très jeune et il est DG. Il est DG à Interpresse. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que ton âge a un impact dans ta vie professionnelle? Bon, ça l'avait au début. J'aime bien raconter cette histoire. Mon vidéographe est là, mais les premiers jours, j'avais un tour donc, de l'entreprise, etc. Et donc, je posais beaucoup de questions. Comme par exemple, quelle est ta meilleure qualité, quel est ton pire défaut pour apprendre à connaître mon personnel. Et j'ai tout de suite senti, parce que j'avais 24 ans à l'époque, quand je prenais la direction générale, j'ai tout de suite senti que la jeunesse allait être un problème. À l'inverse de peut-être des États-Unis où c'est présent, mais beaucoup moins, où les jeunes de 18 ans peuvent travailler avec des gens de 60 ans, il y a un respect mutuel. Donc il y a une de mes anciennes, de mes ex-employés qui elle dit que sa meilleure qualité, c'est qu'elle sait très bien faire l'amour. J'étais extrêmement choqué parce qu'il faut savoir que moi, depuis que j'ai 10 ans, Interpresse a été mon mot de passe presque partout. Interpresse a été, j'avais des pins sur mon sac, etc. Donc c'est quelque chose que je rêve depuis que je suis enfant. Bon, je pensais que ça allait arriver à la quarantaine, ça arrivait beaucoup plus tôt que prévu, c'est vrai. Mais je ne suis pas là pour rigoler. Donc quand elle me dit ça, que sa meilleure qualité c'est machin. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. Donc, je ne savais même pas à l'époque que je pouvais virer quelqu'un, mais je l'ai viré immédiatement sur le champ. Parce que je me dis, il faut directement que je stoppe ce genre de langage en entreprise et qu'ils ne se disent pas que la jeunesse, parce qu'il est jeune, on peut rigoler ou qu'on va laisser passer des choses. Non. Donc j'ai été intransigeant là-dessus dès le départ. Mais celui qui ne fait pas ça dès le départ, il va se retrouver dans les problèmes de oui, voilà, on va te prendre, on va te dire que tu es trop jeune, etc. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai quelques amis qui ont pris la direction générale de leur entreprise aussi en même temps, quasiment à quelques mois près que moi et qui étaient là avant moi. Donc, parce que moi, je suis encore aux États-Unis quand ils apprennent. Et il me raconte tout ça, il me donne leur expérience. Tu apprends de ça. J'apprends de ça, de mettre de la distance. C'est pas comme moi j'allais rentrer à l'Occidental, appelez-moi par mon prénom. Non, en fait c'est monsieur le directeur. Il faut mettre une certaine distance, il faut montrer qu'on est sérieux. Bravo. Est-ce que tu vois déjà les fruits de tes efforts? Waouh, c'est une très bonne question. Disons que oui. Parce que comparé à quand j'arrivais, la vie au quotidien et le travail est beaucoup plus gérable. Je sais quoi faire, je sais comment faire. Je sais comment faire ce que je fais, comment manager, faire tourner l'entreprise, comment ça se passe un peu ici au Cameroun, les rouages
qui ont été si difficiles à apprendre, finalement, commencent à tourner un peu tout seul. Donc oui, je pense que je peux voir, et financièrement évidemment, je pense que je peux voir les fruits de mon effort par rapport à ça. Tu as appris avec le temps et maintenant, je pense que c'est stable là. Exactement. Tu as dit que tu es venu, disons, reprendre pour essayer d'améliorer l'entreprise familiale. Et on sait que les personnes plus mûres ont tendance à minimiser quand même les plus jeunes parce qu'ils se disent qu'on a plus d'expérience et ça a toujours marché comme ça. Donc, un jeune, mon enfant, il ne peut pas venir essayer d'améliorer, non. Alors que nous, on essaye d'innover. Okay. Est-ce que tu as été victime de ça? Bon, par rapport à ça, j'ai la chance d'avoir des parents extraordinaires. J'ai toujours tout fait très tôt. C'est-à-dire que moi, à 12 ans, je venais déjà faire des stages en entreprise. Pendant les vacances, je venais faire des stages en entreprise. C'est vrai, j'ai fait des stages dans d'autres entreprises pour quand même découvrir, mais la plupart du temps, je venais faire des stages dans l'entreprise familiale. Et on m'a toujours répété, on a l'exemple avec les Bamileke au Cameroun, on a l'exemple international avec les Juifs, on a l'exemple aussi avec les Chinois en Asie. Très tôt, ils mettent leurs enfants dans le bain de l'entreprise familiale. Après, en grandissant, c'est ton choix. Hein. Si je voulais devenir médecin, j'aurais été médecin. Mais très tôt, on m'en parlait, on me mettait dans le bain. J'avais des informations, je n'étais pas laissé au hasard. Donc, je ne suis pas arrivé là. Donc, j'ai vu cette entreprise naître, se construire et tout, etc. J'ai participé déjà à l'effort de cette entreprise depuis que j'ai peut-être dans les 12 ans, 13 ans. Donc quand j'arrive, ce n'est qu'une continuité qui est normale pour moi. En fait, tout ce qui change, c'est juste le nom du titre au final. Du coup, ça veut dire que tu es formé dans chaque domaine que vous offrez. Oui, la plupart des domaines en tout cas. La plupart des domaines qu'on offre, je le fais, et les domaines où je ne le suis pas, je me forme. Par exemple, mon dernier voyage à Dubaï, c'était pour une formation en imprimerie et impression 3D. Donc, je me formais à ça pour pouvoir revenir et apporter quelque chose à mon entreprise. C'est ça. Ok, et sinon, toi, tu vois la différence entre avant, quand tu n'étais pas là, bon, quand je n'avais pas un grand titre ici, et maintenant. Oh, déjà, en termes de chiffre d'affaires, mon vidéographe peut vous dire, en termes de chiffre d'affaires, dis la vérité. On a augmenté. Déjà, on a passé une période très difficile avec le Covid. J'en parle très souvent. C'était pas facile, il fallait trouver des solutions. On les a trouvées, donc on a augmenté grandement le chiffre d'affaires pour 2020, pour 2021. Comment choisir son activité idéale? Ok, bon. Déjà, au lieu de voir ça en termes d'entrepreneuriat, je vois ça vraiment en termes de mission de vie. On a tous chacun une mission, quelque chose pour laquelle, en fait, sur Terre, on est là. C'est un mot à la mode aujourd'hui de dire entrepreneur, on veut être entrepreneur. Mais la vérité, c'est que qu'est-ce que ça veut finalement dire? C'est prendre l'entreprise ou créer une entreprise de zéro, de A, et l'emmener jusqu'à un point B, faire du profit. Aider les gens, rendre un service qui n'existait pas avant, apporter de la valeur. Beaucoup de gens veulent être entrepreneurs ou l'entrepreneuriat, mais ne savent pas pourquoi. Très souvent, notre mission de vie est reliée à ce qui nous animait, ce qui nous rendait contents quand on était enfant, quand on était petit. Alors il faut que les gens se demandent, quels sont les meilleurs moments de ma vie quand j'étais petit? C'était quoi? Et très souvent, sa mission de vie est reliée à ça. Et s'il arrive à relier sa mission de vie, sa passion, et apporter de la valeur sur le marché, il aura une entreprise à succès. Mais s'il crée une entreprise pour dire je vais être entrepreneur, je vais me faire beaucoup d'argent, 8 entreprises sur 10 échouent au final. Donc il faut qu'il soit prêt par rapport au monde de l'entrepreneuriat. Parce que c'est pas comme le monde de je travaille, à la fin du mois j'ai mon salaire qui tombe tous les mois. C'est incertain tous les jours. La différence entre businessman et entrepreneur, c'est quoi? L'homme d'affaires saute sur des affaires différentes. C'est-à-dire l'homme d'affaires, tu vas venir me voir aujourd'hui, tu vas me dire que ok, j'ai un marché, j'ai besoin que tu sois mon sous-traitant. Je saisis l'affaire, même si dans un domaine complètement différent, un mois après j'en saisis une autre, etc. C'est ça un homme d'affaires, un homme qui saisit les affaires et les opportunités qui sont autour de lui. L'entrepreneur fait la même chose, mais l'entrepreneur le fait à l'intérieur d'un rêve, d'une entreprise qui grandit, comme une plante sur laquelle on verse de l'eau. Après, tu peux avoir plusieurs plantes.
et tu deviens exactement homme d'affaires et entrepreneur en même temps. Mais l'entrepreneur s'occupe d'une entreprise tout le long. Quand l'homme d'affaires saisit l'opportunité, fait son profit et voilà, continue dans d'autres affaires. Ok, et toi, tu te décrirais comme quoi? Moi, je me décrirais comme un peu les deux. Okay. Je vais être entrepreneur par rapport à Interpress, par rapport à African Insiders, oui. Mais homme d'affaires parce que évidemment, si une opportunité se présente, je la saisirai également. Tu ne nous as pas parlé d'Insider. African Insiders. African Insiders est un magazine panafricain que j'ai créé il y a 3 ans aux États-Unis avec une de mes partenaires qui était à New York, mais maintenant qui vit à Paris, qui est professeur de l'université à Paris. Et donc, le but de ça, c'était de rehausser l'image de l'Afrique parce que je me rendais compte qu'en fait, les gens avaient beaucoup d'amalgames. Soit, le premier amalgame, c'est que si tu es un peu aisé, que tu viens de l'Afrique, ça veut dire que tu es un prince, vous allez à l'école sur les girafes, ou bien alors tes parents sont corrompus. Les amalgames étaient très forts. Et les États-Unis, sans vraiment pointer du doigt, ça a été un des pays les plus racistes dans lesquels je suis allé. Et donc, c'est ça qui a réveillé en moi ce sentiment d'information. Parce que le racisme, c'est souvent de la désinformation ou du manque d'information. Ils ne savent pas qu'il y a des Africains, ils ne savent pas qu'il y a des Africains qui peuvent faire des choses bien, qu'il y a des Africains qui ont fait des choses, que l'Afrique a une vraie histoire, à part l'esclavagisme, le colonialisme, etc. Et African Insider avait pour rôle de montrer cela, montrer l'Afrique qu'on ne montre jamais à la télé. C'est bien, on pleure, on souffre, il y a des maladies, il y a les pauvres, il y a des guerres. Mais au-delà de ça, il y a des entrepreneurs dynamiques, il y a des buildings, il y a des beaux restaurants, il y a des beaux endroits, il y a une belle histoire, il y a une belle culture, il y a des gens super intelligents, africains à travers le monde. Et nous, notre but, c'était un peu de choquer ça. Oh. Et où est-ce qu'on retrouve les livres? Alors, j'ai un guide qui est sorti, qui est sold out pour le moment, mais il y a un deuxième livre qui est en processus de sortie, qui est déjà fini, qui s'appelle The Big 30, toujours par African Insiders. Mais vous pouvez trouver plein d'articles sur la page African Insiders et le magazine en ligne qui est regardé dans 51 pays. Vous pouvez regarder plein de vidéos sur l'origine des tresses, par exemple, la mélanine. Voilà. Mais je fais pas assez de publicité. Bon, disons que African Insiders, c'est notre audience la plus importante, n'est même pas au Cameroun. Vous voyez, notre audience la plus importante est paradoxalement à l'étranger. Parce que souvent, c'est la diaspora qui va avoir ce vrai sentiment panafricain parce que ça leur, chez eux, il manque, tout simplement. Ouais. Est-ce que tu peux nous conseiller, nous qui voulons nous lancer dans l'entrepreneuriat? Ok. Alors, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir l'écoute, il faut être patient et il faut croire en soi. Beaucoup de gens vont dire ça, des prêtres, des motivateurs, des milliardaires, des présidents. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens-là? C'est tous des gens qui ont réussi, tous des gens qui sont contents du niveau où ils sont, qui essayent de transmettre ça. Donc vous parlez de la chose la plus fondamentale qui est de croire en soi. Tant que tu ne crois pas en toi, tu ne pourras jamais rien faire. Une fois que tu as passé cette étape-là, il faut de la patience. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas linéaire, ce n'est pas une ligne comme ça. C'est des zigzags. C'est des hauts, c'est des bas. C'est aujourd'hui tu as une bonne affaire, le lendemain blanc. Aujourd'hui tu as tout compris, le lendemain tu dois tout réapprendre. Ce n'est jamais linéaire. Et donc il faut avoir une capacité d'adaptation. Il faut être très attentif à son environnement. Dès qu'il y a un changement, il faut surfer avec la vague et s'adapter directement. C'est ça le monde de l'entrepreneuriat. En fait, les gens pensent que le monde de l'entrepreneuriat, c'est le monde de la sécurité, mais je ne connais aucun monde aussi incertain. C'est-à-dire qu'on a des grandes entreprises où on ne pensait même pas, comme Blockbuster aux États-Unis, qui est un peu l'ancêtre de Netflix, on ne pensait même pas qu'elles allaient s'éteindre, mais par manque d'adaptation, boum, Netflix arrive. Alors vous n'êtes pas sur Internet, pourquoi est-ce qu'on va encore aller à la caisse acheter nos DVD à Blockbuster? On va tout simplement taper le film sur Netflix. Donc je pense que c'est une guerre. Ce qui rend intéressant cette guerre, c'est que parfois c'est avec des inconnus. Ce qui rend encore plus intéressant le challenge, c'est que parfois tu penses que toi, de ton côté, tu travailles trop. Mais tu as ce jeune-là, peut-être qu'il est même plus jeune que toi, qui fait des choses incroyables, exceptionnelles. Disons que vous êtes dans le même domaine. Tu dois t'adapter là maintenant, apprendre tous les jours, lire tous les jours, te former tous les jours, suivre des talk shows tels que le tien tous les jours, des podcasts. Et voilà, s'entourer des personnes qui peuvent te donner des informations qui te permettent d'atteindre le niveau supérieur. Sans ça, tu es mort.
En général, les gens, dès qu'il y a un problème, ils abandonnent. Ils abandonnent, c'est trop difficile. J'ai quelqu'un qui est venu me voir, qui me dit non, j'ai une entreprise de nettoyage, etc. Et en même temps, il y a des femmes de ménage. Je pense que peut-être moi-même va regarder cette vidéo, cette personne-là. Et je lui disais, ok, bon, je veux bien être ton premier client. Il disait, ok, bon, malheureusement, je suis parti longtemps en voyage, je crois que j'étais parti en France. Et quand je reviens, je lui demande, mais où en est ton entreprise? Non, l'entreprise n'existe plus parce que non. En fait, soit on a des résultats, soit on a des excuses, tout simplement. Quand le plan A n'a pas marché, ne changeons pas complètement de plan, mais utilisons un plan qui nous permet toujours d'arriver à la solution A, même si on le fait différemment. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Comment est-ce que tu fais pour forger ton caractère, pour ne pas abandonner, justement? Bon, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu es né avec, mais moi, tout ce que je fais, je n'abandonne pas. Le truc le plus idiot, tu me dis une course dans la piscine, je vais tout faire pour gagner. Tu me dis jeux vidéo, je vais tout faire. Tu me dis école, je vais tout faire pour avoir mon A+, pour avoir la mention. Tu me dis conférence, je vais tout faire pour que ça se passe bien. J'ai rarement, même si par exemple, collège, lycée, etc., bon, j'étais un élève assez turbulent. Mais même quand j'arrivais à la fin, je n'abandonnais pas en me disant non, c'est bon, j'arrête l'école ou quoi que ce soit. Je me suis battu pour avoir mon bac. Ensuite, je me suis battu pour avoir mon diplôme universitaire. Et je pense juste que voilà, se battre et avoir l'envie de gagner, d'être un challenger et de se dépasser soi-même, c'est souvent ça le plus important. C'est se regarder dans un miroir et se dire je vais être mieux qu'hier, tout simplement. Ok, bon, on est arrivé à la fin de notre talk show. J'espère que vous avez aimé et partagez, s'il vous plaît, pour toucher le maximum de personnes.